Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Gélico de Histoire et Révélation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nina qui va témoigner et qui a été victime d'inceste. Et donc, elle a le courage de témoigner de ce qu'elle a vécu. Et elle va nous parler aussi de son association Victimes Inceste Alsace. Bonjour Nina, merci d'avoir accepté mon invitation et de témoigner. Merci à vous, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Nina, j'ai 39 ans, 3 enfants et pacsé, et je suis présidente de l'association Victimes Inceste Alsace. Tout à fait. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Alors, mon histoire en quelques lignes, hein, c'est victime d'inceste par mon frère physiquement à l'âge de entre 7 et 10 ans. Et un climat incestuel pendant plus de 20 ans, voilà, par mon père. D'accord. Et donc, ça a commencé donc, très tôt. Et des frères et sœurs? Alors, j'ai un frère, vu que c'est lui qui m'a fait l'inceste physique, donc c'est un frère plus grand, donc 7 ans de différence, donc voilà. Et j'ai une petite sœur de 2 ans de moins que moi. Voilà. D'accord. Elle aussi, elle a été victime? A été victime aussi, oui. D'accord. Et, et à partir de quel moment vous avez pris conscience que ces actes qui ont été faits sur vous? Alors, c'est compliqué parce qu'une victime d'inceste a plusieurs. C'est une chronologie très, comment dire, très compliquée parce qu'on a une amnésie traumatique qui est mise en place. Voilà, une amnésie traumatique, c'est que le cerveau nous protège des viols, voilà, alors, quand j'ai fait ma première fellation à mon frère, j'ai eu le courage de le dire à ma mère. Donc voilà, donc parce que j'avais encore, voilà, c'est un peu cru que je veux dire, mais c'est la réalité, hein. J'avais encore des poils dans la bouche et du coup, je lui ai dit que mon frère faisait, voilà, m'a fait quelque chose de mal. Et ma mère n'a pas cru, elle m'a envoyé, voilà, elle m'a envoyé sur les roses, on va dire ça comme ça. Et du coup, mon cerveau, ben, il s'est mis en amnésie traumatique. Et du coup, après, voilà, j'ai subi ça pendant des années. Et c'est quand j'ai quitté la maison à 20 ans pour entrer dans l'armée, vu que j'étais aussi enfant battu par mon père, que bah, mon cerveau s'est un petit peu réveillé. Voilà. Donc, on a eu une réunion de famille suite à mon départ à l'armée, parce que voilà, j'ai contacté mon père en disant que mon frère m'a fait beaucoup de mal. On a eu une réunion de famille et mon père, qui était vraiment très grande gueule, voilà, très dominateur, voilà, disait plus rien. Voilà, c'était ma mère qui était l'inverse, qui était soumise, qui tapait du poing sur la table vers mon frère pour, comment dire, pour tirer les verres du nez, en fait, voilà. Donc du coup, mon frère a avoué, voilà, en rigolant, tout ça, et puis ça s'est terminé là. J'ai été consultée, j'ai été voir un psychologue le lendemain, puis mon père s'est moqué de moi en disant, voilà, t'as été voir un psy, tout ça, donc ça y est, t'es plus malade, voilà. Donc vous voyez un peu le climat que, voilà, c'est vraiment une emprise et la mémoire, elle est vachement traumatique et voilà, c'est dans le temps, en fait. Il y a des victimes qui se rappellent à 50 ans, qui peuvent se rappeler à 40 ans, voilà. Il n'y a pas d'âge fixe, voilà. Donc, Tout du à coup, fait. Après, ça dépend à un moment donné, peut-être un choc ou peut-être une, quelque chose de bien spécifique. Et puis, bah, les gens se remémorent voilà, le traumatisme qu'ils ont eu. voilà, une odeur, un vêtement, voilà, une situation, ça va faire le déclic. Surtout que moi, c'était flagrant, c'était à 20 ans, donc je me suis écartée du domicile. Donc voilà, ma mémoire a refait surface. Mais après, ça a pris plus de temps par rapport à mon père, parce que j'étais très, très
comment dire, j'étais très, l'emprise était très forte avec mon père, voilà. Donc, parce que j'ai beaucoup de doutes qui m'a fait de l'inceste aussi, mais j'ai encore cette petite part d'amnésie. Mais par contre, tout ce qui est claque, coup de poing, tout ça, ça, il n'y a pas de souci, je m'en souviens. Et ce qui est plus aussi, qui est plus révélateur, c'est quand on a des enfants. Moi, j'étais claquée pour des devoirs, j'étais claquée pour des matchs de basket, j'étais claquée pour tout et pour rien. Par contre, quand on a nos enfants, ben là, c'est là qu'on réalise au fur et à mesure, ben c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal de claquer son enfant pour un devoir, pour un match de foot, un match de basket, hein, voilà. Et c'est là qu'on se rend compte au fur et à mesure, ben, de notre vie de femme, ben que ben, notre enfance n'a pas été normale. Voilà, n'a pas été normale. Voilà. Donc, Bah oui. moi, Et c'est des. est-ce que votre maman aussi, elle a été maltraitée ou battue par votre papa ou pas du tout? C'était euh, juste vous et votre sœur. il a jamais levé la main sur ma mère que ce que voilà, ce que j'ai vu. Mais par contre, tout ce qui est en prise de, comment dire, la psychologie qui était énorme. Elle a dû arrêter de travailler. Elle n'avait pas d'indépendance financière. Elle était très soumise et elle avait pris du poids. Il l'a traitée de grosse. C'était vraiment, c'était vraiment, comment dire, c'était insupportable psychologiquement, hein. Je ne sais pas comment elle a fait. D'un côté, c'est vrai que c'était une femme qui était soumise, mais d'un autre côté, je suis admirative parce que rester avec un être comme ça, c'est vachement dur, quoi. Et heureusement, parce que si ils auront divorcé, je pense que j'aurais été violée largement par mon père, voilà, s'il y avait la garde alternée. Donc à un moment, voilà. Donc ça, je la remercie aussi. Bah, elle est décédée, ça fait 12 ans maintenant. Mais voilà, on se rend compte avec l'âge, ben, heureusement qu'ils n'ont pas divorcé, sinon j'aurais été encore plus violée. Voilà. Mais oui, oui, elle a été très, 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 très sous son emprise, hein. Elle n'avait pas le droit de voir sa famille, elle n'avait pas le droit de sortir, elle n'avait pas. Voilà, un coup, elle est venue me voir, elle voulait acheter des produits de beauté. Mon père a dit, mais non, ça y est, tu te fais plaisir, voilà. C'est vraiment une emprise psychologique, financière, affective. C'est vraiment, voilà, je le souhaite à personne, hein. Et sinon, en rapport avec votre famille ou la famille la plus proche, vous et votre sœur, vous avez essayé d'en parler ou c'était impossible? Alors, j'ai mon grand-père. Alors, ce qui est marrant, parce qu'on dit toujours c'est générationnel. Voilà. Mon père qui a été très violent, très dominateur. Et par contre, moi, mon grand-père, il était adorable. Il était, il avait la main sur le cœur. Il disait à mon père, tu vas pas la claquer pour un match de basket. Arrête-nous. Et c'est ça que je comprends pas forcément, que pourquoi il était comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, mais au niveau de la famille, hormis à 8 ans de mon frère que j'ai essayé de dire, on n'avait pas un mot à dire, hein. Il avait ses humeurs, mon père il avait ses humeurs, mon frère il avait ses humeurs. On n'avait pas de mots à dire, hein. C'était vachement tac tac. Et c'est pour ça que je suis rentrée dans l'armée, parce que j'ai connu toujours ce rythme très très droit, quoi. Mm. D'accord. Et à l'école, quand vous êtes à l'école, personne n'avait remarqué ou vous avez peut-être pu en parler à quelqu'un ou pas du tout? Alors ça c'est une très bonne question. C'est-à-dire à l'école j'ai eu un retard orthophonie qui était très très voyant. C'est-à-dire il y a des études qui commencent à être faites, c'est-à-dire que les victimes de viol ou intrafamilial ont des retards de langage. Et moi, j'ai eu un gros, gros retard de langage. J'ai parlé tard, j'ai parlé à 6 7 ans et j'ai fait des années d'orthophonie. Donc, il n'y a personne voilà. Un coup, je sais qu'ils étaient convoqués en CP parce que je parlais pas du tout, je parlais très, très mal, mais pas plus que ça, voilà. Et je me suis toujours battue parce que j'avais des retards de langage, j'étais d'une réserve, mais vraiment maladive, hein, timidité maladive, hein, c'était vraiment pas beau à voir, à tel point, par exemple, un souvenir, hein, j'étais en BEP, je crois, BEP ou bac, hein, je devais passer un petit exposé devant tout le monde, je tremblais tout partout, même des dents.
Je tremblais tout partout. La professeure, elle avait tellement pitié de moi qu'elle a dit arrête Nina, arrête Davina, parce que Davina c'est mon vrai prénom, mais on m'appelle tous Nina. Arrête Nina parce que c'est pas possible, on te comprend pas. Donc, et ça, c'était vraiment aussi un indice aussi de que c'est pas possible d'être comme ça en fait, hein, c'est pas une vie. Et je me suis toujours battue parce que j'avais les claques à la maison si je comprenais pas. Donc du coup, j'apprenais par cœur, je faisais des efforts incroyables là, parce que je viens juste d'être diagnostiquée TDAH. Euh, c'est un trouble de l'attention. Et en fait, depuis longtemps, en fait, que j'ai ça. Donc, du coup, j'ai compensé toujours. Je me suis toujours battue, voilà, pour avoir mon BEP, pour avoir mon bac, parce que je sais qu'à la maison, c'était des raclés, hein, c'était pas possible, hein. Donc, il y avait une pression tout le temps à la maison. Quand on rentre, voilà, c'était, il faut, voilà. Et votre sœur aussi, elle était dans la même situation que vous par rapport à l'école, son retard et autres, ou pas du tout? Ma sœur, elle a été très coucounée par ma mère. Voilà, les devoirs, c'était toujours par ma mère. Moi, c'était toujours pour mon père. Donc, elle était plus coucounée. Mais elle s'est attrapée aussi des raclés, pas possible, hein, voilà. Moi, je me rappelle d'une scène, en fait, comme j'ai dit, c'était il n'y a pas longtemps, quand ma sœur, elle se faisait punir ou claquer, je pleurais aussi parce que je ressentais sa douleur. Voilà. Combien de fois ma mère elle disait mais pourquoi tu pleures, c'est pas toi qui se fait claquer, mais parce que voilà ça mais voilà ça a toujours été comme ça. Je me rappelle d'une scène, c'est qu'il a elle était quand même à 10-11 ans, hein, il a baissé quand même son pantalon, hein, toute nue, et il l'a claqué. Après on avait le martinet, on avait pas mal de voilà, on avait pas mal de coups quand même, hein, donc voilà, mais elle était plus coucounée par ma mère, elle était beaucoup plus voilà. Et comment vous avez fait pour vous protéger toutes les deux, vous aider mutuellement? Alors non, parce qu'on avait différents caractères et malheureusement, il y a l'emprise. On peut avoir deux mêmes enfants d'un dominateur. Les deux enfants peuvent être différents. Voilà. Par exemple, il y a une histoire aux États-Unis, c'était pareil, un père qui était très dominateur, très prison, tout ça. Mon père n'a pas fait de la prison, mais aux États-Unis, c'était quelqu'un qui a fait de la prison, tout ça. Il y avait un fils qui était devenu pareil, c'était un cambrioleur, un violeur, voilà, tout ce que là. Et un autre fils est devenu avocat. Voilà. Donc, on prend des chemins différents. Et ma sœur était dans cette optique avec mon père un peu, quand je faisais mon adolescence, de tout cafeter, voilà. C'était espiègle. C'était le caractère de mon père, voilà. Donc, et moi, j'étais ce côté rebelle voilà. D'accord. Et justement, qu'est-il devenu, votre bourreau, il est devenu quoi? Alors, mon frère, je ne sais pas du tout. Mon frère, j'ai porté plainte il y a 2 ans. Mon frère, donc, je ne sais pas. J'ai plus de contact depuis des années, hein. Je ne veux pas. Il est très, très méchant. Je pense qu'il ne nous a jamais aimés au fond. Il nous a jamais aimés au fond. Façon, pour faire ça, voilà. Euh, Mon père, ça fait moins longtemps que j'ai réussi à couper le lien, mais j'ai réussi à couper le lien. Je pense 6-7 ans que j'ai réussi à couper à peu près les liens. Et c'était très violent, hein, la rupture de l'emprise, c'était très violent parce qu'il voulait me taper tout ça. Il voulait garder mes enfants et je dis, moi, j'ai pas confiance. Je te fais pas garder mes enfants. Je te fais pas confiance. Et du coup, il s'est mis en colère, il voulait me taper. Et puis, ce temps-là, on a coupé les ponts. Voilà. Et votre sœur, elle était pareil dans le même état d'esprit ou pas du tout? Ah, elle parle toujours à mon père. Voilà. Vous voyez les deux chemins. Les deux chemins. Voilà. Après, je la force pas, c'est sa décision. Mais elle se rend compte à fur et à mesure, elle a beaucoup plus besoin de temps que moi, que j'ai pu voir. Voilà. D'accord. Et justement, quand vous avez eu le post-traumatique, ça fait depuis à peu près combien de temps que vous avez, en fin de compte, que la mémoire est revenue et que justement vous avez vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que c'est pas Euh, normal? alors, mes 2 premières grossesses, c'est ça qui est bien, pas qui est bien, mais qui est fascinant avec le cerveau, parce que mes 2 premières grossesses que j'ai eues avec mon ex-mari, j'étais encore sous l'emprise de mon père.
Et j'avais que des cauchemars, mais c'était dur, hein, mais des cauchemars. Comment dire, mon père, il était très sale aussi, hein. Il fallait supporter ça, fallait supporter tous les jours, hein. C'est-à-dire, quand chez lui, par exemple, il se lave jamais les mains. Après, aller aux toilettes, il se touchait énormément son sexe. Il touchait la nourriture comme ça. C'est voilà. Et quand il venait chez moi, quand j'étais enceinte ou voir mon aîné, bah, c'était pareil. Et j'osais même pas lui dire de se laver les mains chez moi. Voilà. Tellement que j'avais peur de sa réaction. Parce des fois, il me répondait sévèrement. Et ma dernière grossesse, vu que j'étais plus sous l'emprise, moi, je croyais qu'avoir une belle dernière grossesse. Et en fait, non, pas du tout. Ma mémoire s'est réactivée. Et là, j'ai fait le gros stress post-traumatique. C'est-à-dire, toute la violence que j'ai reçue étant petite, ça s'est ressorti. Et malheureusement, dans les victimes d'inceste, il y a toujours les dommages collatéraux. J'ai mes enfants qui m'ont vu dans des étapes pas possibles, des crises d'angoisse, la scarification. J'ai insulté beaucoup mon conjoint, je tapais mon conjoint parce que je mélangeais mon conjoint avec mon père. C'était très, très violent, hein. Mon conjoint avait la malheur de me poser ses mains un peu sur ses cuisses. Et j'ai dit, ça y est, tu te la touches, tout ça. Et c'était parti, je le tapais tout ça énormément. Mon conjoint, à l'heure actuelle, tout va mieux, hein, tout va bien. Mais il m'a dit, j'étais un animal sauvage. Là, il a vu toute la violence que j'ai pu engendrer quand j'étais petite, parce que là, normalement, on la ressort. Et je claquais la tête dans les murs. J'étais enceinte, hein. J'étais voilà. Donc, c'était vraiment une dimension. Ça fait peur, en fait, parce qu'on se reconnaît plus, en fait, hein. On devient un animal sauvage, en fait, hein. Donc, et ça fait des dommages collatéraux envers mes enfants, parce ils m'ont vu tellement en détresse, parce que toutes les nuits, c'est des cauchemars d'inceste. Donc, on revit les traumas, et des insomnies, tout ça, et on ne dormait plus. La fatigue, cauchemar, voilà, c'était le cocktail, hein. C'était le cocktail, hein. Mon conjoint, ça ne venait même plus faire. Donc, Vous voilà. avez fait, et justement, comment vous avez fait pour vous en sortir par rapport à ce trauma et tous ces cauchemars et autres? Vous avez été suivi? Alors, moi, j'étais beaucoup plus, comment dire, j'étais trop en danger pour moi et pour ma fille. Donc, du coup, hein, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu qu'il y avait un service spécialisé au CMCO de Shitty Game. C'est un service spécial pour les femmes violentées sexuellement. Donc, j'étais là-bas et j'ai expliqué ma situation. Et c'est la sage-femme qui m'a fait un dessin. Elle m'a dit, voilà, vous avez accumulé beaucoup, beaucoup de violence en vous. Et maintenant, c'est un stress post-traumatique, vous le ressortez. Voilà, c'est comme... Et en fait, elle m'a expliqué ça, donc elle m'a mis quelques soins. Donc déjà, les soins pour les hommes, c'était pas avec les hommes, c'était pas la peine parce que je pouvais pas voir un homme. Voilà, je pouvais pas voir un homme. Et, mon état était tellement grave parce que je faisais des allers-retours, parce que j'étais en crise d'angoisse. Je me suis planté un couteau dans la main parce que mon conjoint l'a esquivé, mais je me suis plantée. Et là, la situation est tellement dramatique, tellement grave comme stress post-traumatique. Ils ont dit, écoutez, Madame de Seine, il faut que vous, comment dire, il faut vous interner, tout simplement. Parce que là, vous êtes trop en danger, vous mettez trop la vie en danger de votre bébé et de vous. Voilà. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et j'étais internée. Donc, au départ, donc l'EPSAN voulait m'interner dans un service où il y avait des hommes avec toute pathologie, des hommes qui se touchaient, tout ça. Moi, si vous me mettez là, je vais faire des meurtres. Donc là, y a pas, vous ne pouvez pas me mettre là. C'est pas adapté. Je sais, hein, voilà. Et du coup, ils m'ont mis dans l'unité mère-bébé. Donc voilà. Donc là, j'ai pu bénéficier d'un cadre plus calme, plus serein, prendre du temps pour soi, parce que on est dans une tornade, hein. C'est pour ça que le logo est dans une tornade, hein. Le cœur, c'est le cœur de ma fille, dans une tornade. Mais par contre, c'était pas adapté forcément parce que j'avais pas de psychologue formé aux violences sexuelles, tout ça. Donc, mais j'étais dans un cadre cocooning. C'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Mais par contre, le week-end, quand je rentrais, quand j'avais des permissions, c'était voilà. Dès que je voyais mon conjoint, voilà. Donc, comment j'ai fait pour tenir? J'ai essayé de tenir, voilà. J'ai eu de la chance que ma fille a tenu le coup parce que voilà, c'était pas.
c'était pas évident pour elle. Et je me suis accrochée au peu, voilà, au peu que j'avais, hein, voilà. Donc, mais je le souhaite à personne, ouais. C'était comme un Et ancien comme un ancien qui fait la guerre, bah, c'est la même chose en fait, voilà. d'accord. Pendant cette période, cette dure période, vous avez eu des contacts encore avec votre sœur? Elle venait vous voir ou pas du tout? Alors ma sœur, ça fait les dents de scie, donc des fois on va pas se parler, puis des fois on va se parler. Là, elle a reconnu beaucoup de choses et ce qui m'a touchée. Et du coup, là, on se reparle très bien même tout ça. Voilà. Donc, quand on a une histoire familiale très compliquée, les liens sont compliqués, hein, forcément, hein. Donc, Tout à fait. Donc, justement, donc vous avez dit que vous avez réussi à porter, que vous avez porté plainte. Est-ce que dans cette plainte, votre sœur vous a suivi ou c'est une plainte que par vous-même? alors, j'ai porté plainte parce que voilà, c'était dans le processus de cette résilience, hein. Alors, il faut savoir, une plainte, ça dure longtemps, hein. Oui, Ça dure longtemps, hein. On a un examen psychiatrique qui dure longtemps aussi, qui est très, très intimiste. On a des questions très, très déplacées pour moi, voilà, qui dure à peu près 3 heures, voilà. Ma sœur, elle a confirmé pour mon frère, hein, bien sûr. Elle a dit que c'était vrai. Et pour mon père, elle a pas confirmé, elle a refusé. Voilà. Elle a dit que, voilà. Donc, voilà, c'est ouais, compliqué. c'est son choix après. Voilà, c'est ça. Et justement, est-ce que par rapport à votre situation, vous avez pu en discuter toutes les deux? Ah là, oui, actuellement, oui, oui, elle s'est mise à pleurer, mais elle elle n'est pas encore prête pour dire mon père voilà. Elle le sait, elle me l'a déjà dit, elle a dit devant ma famille, hein, devant ma famille proche, hein, mon conjoint, mes enfants, elle a dit oui, oui, c'est vrai que votre mère, ce qu'elle raconte, mais elle n'est pas prête voilà, de faire ce pas. Voilà. Elle, par contre, elle n'a pas fait de amnésie traumatique. Non, pour l'instant. Voilà. Donc, elle se rappelle de tout ce qu'elle a vécu. Pas beaucoup, pas beaucoup. Pas du tout, pas beaucoup. Pas beaucoup. D'accord. Et comment vous avez fait toutes les deux pour essayer de vous protéger quand vous étiez petite? Quelles a été vos astuces à toutes les deux pour vous protéger de vos bourreaux? Euh, Protéger, c'est bien grand mot. En Bah, fait, du moins, comment dire, est-ce qu'il avait peut-être des gestes déplacés, des regards quand vous étiez? Comment vous avez fait toutes les deux pour vous aider, pour vous protéger? déjà des regards malsains, bien, même quand j'étais enceinte, hein, la poitrine, elle multiplie de volume, donc du coup, bah, en fait, on se mettait des pulls larges, des t-shirts larges, tout le temps, voilà. Qu'est-ce qu'on peut protéger? Bon, on était beaucoup en chambre aussi, pour pas le croiser forcément. Qu'est-ce on pouvait faire? Après, il n'y avait pas grand-chose à faire, hein. Une maison, c'est petit, hein, donc du coup, voilà, Oui. et on se couvrait corporalement, on se couvrait, on cachait aussi moi, je cachais mes sous-vêtements aussi, parce qu'une fois, je l'ai vu en train de mettre des sous-vêtements féminins, soutien-gorge, tout ça. Donc, quand il montait en haut, il m'angoissait parce que je dis qu'est-ce qu'il fait? Donc, je cachais mes sous-vêtements. Euh, Qu'est-ce que voilà, j'essuyais, ben, pour me protéger, les toilettes, c'était pas forcément très propre. Donc j'essuyais pendant 20 minutes avant de m'asseoir, parce que sinon je me sentais très sale. Donc voilà, c'est des choses à tous les jours. Voilà. Ouais. Et votre frère, lui, il est marié aujourd'hui ou pas du tout? Il est marié, il a 3 enfants, ouais. Et il fait la même chose avec ses enfants? Il a Je sais pas. répété la même chose ou pas? Je sais pas parce que j'ai essayé de prendre contact avec une de ses filles, mais comme vous savez, tout ce qui est dominant, ils sont très forts pour tout lien extérieur. Donc c'est impossible de les contacter. J'ai cherché partout. Pourtant, je suis une tenace, mais impossible.
Mm. Voilà. Donc, je pense qu'il les protège beaucoup de choses et que voilà, c'est. Ouais, bah oui. Et justement, votre maman a essayé de vous protéger toutes les deux, même quand vous lui avez annoncé, parce que je suppose qu'au fil du temps, elle a pu s'apercevoir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Je pense la première fois, elle était tellement choquée, je pense qu'elle a fait le mouvement, voilà, c'est pas possible, retourne dans ta chambre jouer. Et je pense après, parce que un coup, j'ai failli dire, quand j'étais un peu plus grande, et elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as dit? Et elle cherchait vraiment l'écoute. Et là, moi, j'ai cru que c'était pour encore m'envoyer balader. Donc, du coup, j'ai fait marche arrière. J'ai dit non, non, rien, rien, rien. Donc, voilà. Et c'est des petites étapes comme ça. Et quand on avait la réunion quand je suis rentrée dans l'armée avec mon frère, elle était vraiment très agressive. Je l'ai jamais vue comme ça, ma mère. Elle était vraiment très agressive. Elle tapait du poing sur la table. Elle dit maintenant, tu vas le dire. Qu'est-ce que tu as fait, tout ça. Mais voilà, c'était. Et après, tout ce qui est après geste de mon père, je pense qu'elle avait peur de mon père. C'est-à-dire, un coup, je voyais tout son sexe. Quand je regardais la télé, il y avait tout son sexe déballé. euh, Parce qu'il portait un short, mais pas de culotte, pas de slip. Et du coup, il avait tout son sexe voilà, voyant. Et j'ai même dit à ma mère, j'ai même dit à ma mère, je m'en souviens de cette phrase, je lui ai dit, dis quelque chose à ton mari, là. On voit tout son sexe. Et du coup, elle lui a dit, mais mon père, après, il a rigolé, quoi. Ça rigole beaucoup hein, quand c'est comme ça. Ça les Et, excite hein, de montrer comme ça, hein, ça. Voilà. et justement, quand, avec tout ce que vous avez subi, vous avez tenté de mettre fin à votre vie. En fait, ce qui m'a beaucoup plus étouffée, c'était à l'adolescence. J'ai fréquenté un garçon de quartier. Et c'était vraiment mon premier amour, hein, voilà, et là, je voyais que j'étais dans une prison. J'avais pas le droit de sortir. Il surveillait à la porte quand je quittais l'école. C'est vraiment, je cachais tous les bijoux qu'il m'offrait. C'était vraiment un cadre très. J'avais pas le droit. J'avais pas le droit. Même les filles même des copines de classe, hein, attention, hein, j'en ai ramené 3. Il les a critiquées, elles sont plus revenues. Une fois. On recevait personne hein, chez nous. On recevait personne. Donc, ouais, c'était compliqué, ouais. C'est là, à l'adolescence, que j'ai vu que je commençais à avoir, c'était pas normal. Et après, j'étais voir le médecin traitant avec lui. Et j'ai dit au médecin traitant, j'ai pas le droit de sortir, même pour une heure, j'ai pas le droit. Et le médecin traitant a essayé de dire à mon père, il faut la laisser un peu, voilà, faut la laisser un petit peu sortir à la médiathèque, voilà. C'était très compliqué. Ok. La première fois que vous avez utilisé le mot inceste, c'était à quelle période à peu près? Quand vous l'avez su tout de suite que c'était de l'inceste ou c'est le mot que vous ne connaissez pas Je connaissais pas, non. Je connaissais pas du tout. Et c'est à mon stress post-traumatique que j'ai prononcé inceste. Et c'est pour ça euh, euh, que c'est la dénomination de l'association Victime Inceste Alsace, parce qu'il faut briser ce tabou. Voilà. J'ai déjà fait des micro-trottoirs à des collégiens, des lycéens, demander s'ils connaissaient le mot inceste. La plupart des réponses, c'est non. Voilà. Donc c'est quand même grave d'en arriver là qu'on ne connaît pas encore ce mot inceste. Voilà. Combien de fois on me dit oui, mais le titre de l'association est trop brut, tout ça. J'ai dit, mais non, ouais. Victime, c'est pas une honte. Hein. C'est pas Ben une honte oui. d'être victime, hein. Donc, et inceste, c'est le vrai mot. C'est le vrai mot. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Mais non, je le connaissais pas du tout non plus. À l'école, j'ai jamais eu de sensibilisation en disant voilà, les parents n'ont pas le droit de faire ça. Sinon, je l'aurais dit. Je pense que je l'aurais dit. Je pense. Ouais. Je pense que je l'aurais dit. Mais il n'y a personne qui a tendu sa main. Donc, voilà. Et justement, quelles sont les personnes qui justement qui vous ont tendu la main et ils sont vraiment, mais vraiment intéressés de vous et de votre, pour essayer de vous protéger? Est-ce que c'est devenu
Je suppose que c'est devenu tard. Très tard, hein, la personne, mon ex-mari m'écoutait beaucoup, ça c'est sûr. Mais la personne qui a plus agi, c'est mon conjoint actuel. Ouais. Ouais, c'est mon conjoint actuel qui a vu vraiment l'impact de mon passé et puis qui me soutient, qui écoute pour l'association, tout ça. C'est vraiment mon pilier. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des interrogations et vous vous posez des questions encore? Et est-ce que vous avez des réponses à vos questions ou Alors, ça aussi, c'est dramatique parce que se trimballer avec un sac d'interrogation, parce qu'il y a des victimes qui ne se rappellent pas du tout, mais ils savent qu'il s'est passé quelque chose, mais ne se rappellent pas. Et ça c'est comme être écorché vif. C'est inhumain. Moi, j'ai encore une petite part d'amnésie. Beaucoup sur mon père. Voilà, mon cerveau il cherche. Des fois, je fais quelques cauchemars sur mon père tout le temps. Il cherche, il cherche, il cherche. Donc après, je ne saurais peut-être jamais, hein, vu que lui il refuse de dire. Voilà, il a reconnu à mon conjoint qui me tapait beaucoup, mais pas sur les regards pervers, le climat incestuel, tout ça. Voilà. Donc, Ok. Eh ben, écoutez, on va continuer donc la deuxième partie. On va parler donc de l'association. Alors, je vais mettre le logo. Tac. Donc, Victime Inceste Alsace. Comment vous êtes venu à l'idée de créer justement cette association? alors l'idée c'était tout simple, hein, vu que j'avais fait mon stress post-traumatique pendant ma et on peut pas laisser les adultes comme ça mourir à petit feu. Voilà, il faut savoir, il y a un taux de suicide qui est très révélateur, hein, au niveau des victimes adultes d'inceste. Hein. Donc, pour moi, c'était inconcevable de laisser les victimes comme ça, en Alsace en tout cas, hein, sans aide, sans groupe de parole. Tout ce que je comprends, c'est que moi, j'ai pas eu pendant ce que j'ai pas eu personnellement. Et ça, ça vaut, pour moi, ça vaut plus de l'or du monde. Voilà, c'est, c'est comment dire, c'est primordial de proposer cette aide. Voilà. Donc, D'accord. c'est mon devoir, c'est d'accomplir, c'est dire à mon enfant intérieur en disant, ok, tu as été battu, violé, incestué, voilà, il y a pas mal de choses. Mais je peux faire quelque chose de positif avec ça. Bah, positif entre guillemets, parce que c'est jamais positif dans ce... Mais je peux faire quelque chose de bien et apporter du bien. C'est un peu comme aussi ma thérapie aussi, hein, aussi. Donc voilà. Alors, au niveau du logo, ben, c'est le cœur de ma fille qui était dans mon ventre et une tornade de mon stress post-traumatique. Voilà. Et vous êtes combien dans l'association? Alors, on est une petite association locale, on est quoi? On est une petite dizaine de bénévoles et là, on est une quinzaine de victimes d'inceste adultes. Voilà. Donc, après, il faut savoir que les victimes d'inceste, c'est très dur aussi à les faire venir hein, parce que c'est intimiste, c'est familial, c'est l'amour de la famille, c'est la réputation, c'est vachement, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Rien qu'une victime, moi je me déplacerais rien que pour qu'une victime. Hein. Quand j'ai commencé, il n'y avait qu'une victime qui était venue. Et voilà, hein. Voilà, voilà. Pour moi, c'est déjà mon devoir. Je cherche pas le grand nombre du bling bling ou voilà, de la grande sauce. Non, non. Moi, j'aide localement les personnes que voilà. D'accord. Et justement, comment, avec votre association, comment vous venez en aide aux victimes? Est-ce que justement, une victime peut vous contacter l'association? Et puis après, comment ça se passe? Si une victime vous contacte, comment ça se passe? Comment ça se déroule? Alors, une victime, quand elle nous contacte, c'est tout simple. Hein. Soit il y a différentes façons. Il y a des victimes qui vont se renseigner et après donnent plus de nouvelles, mais elles vont se renseigner et ça va rester dans un coin de la tête et peut-être dans 2 ans, elles vont venir. Et puis il faut beaucoup de confiance, hein, donc c'est pour ça que je publie beaucoup d'ateliers thérapeutiques, que je fais beaucoup de communication. Il y a des victimes qui vont aller crescendo en disant qu'est-ce que vous proposez, tout ça, le groupe de parole, tout ça.
la panoplie. Et puis, il y a des victimes. En fait, faut qu'elles prennent leur temps. Voilà. Donc, quand elle se sent prête, parce que ça sert à rien, hein, si elle n'est pas prête, la personne victime, elle va être, comment dire, elle va arrêter, elle va pas donner suite, ça sert à rien. C'est quand elle se sent prête, c'est surtout ça. Voilà. Oh, d'accord. Et justement, quels conseils vous donnerez aux personnes qui nous écoutent? Les conseils, c'est en fait, battez-vous. Moi, j'ai toujours eu ce, ce genre d'esprit toute petite, avec mon retard de langage, ma scolarité, mon manque de féminité, parce qu'on était très garçon manqué. Il faut toujours surpasser ses limites. C'est sûr que c'est dur. Il y a des jours, on sombre, comme moi, ça arrive. Il y a des jours, voilà, que je suis un peu moins combative, mais c'est pas pour autant c'est un échec. Donc, voilà. Donc, il faut se prendre les taureaux par les cornes et dire voilà, mon enfant, c'est sûr, mon enfant intérieur a subi, mais je peux faire quelque chose après, voilà. Donc, faut que voilà, c'est une belle revanche sur son enfant intérieur en fait. Voilà. Et bien justement, comment pourrez-vous donner des exemples pour que les personnes puissent libérer de la parole, de se libérer pour justement parler? Bah déjà, pour parler, il faut déjà se libérer des dominateurs, voilà, de ceux qui font l'emprise, des incestueux ou des violeurs. Ça, c'est primordial. Donc, couper les ponts, ça, c'est déjà une grande victoire sur l'emprise. Parce que, voilà, c'est compliqué de couper cette emprise. Dès que cette emprise est terminée, c'est prendre soin de soi. Alors, c'est sûr qu'on a été négligé pendant toutes ces années et c'est compliqué, mais comment dire, faut prendre son temps. Faut pas précipiter. Fixer des objectifs en disant, bah, le mois prochain, peut-être, je vais aller au groupe de parole, voilà, qui est encadré par une professionnelle, hein, bien sûr. Et c'est un objectif. Et après, vous refixez un autre objectif. Donc voilà. Donc moi, par exemple, j'étais beaucoup garçon manqué quand j'étais jeune. Cette année, j'ai été élue Miss Cœur Élégance Nord-Pas-de-Calais. Et ce comité œuvre aussi pour les associations. C'est pour ça que je me suis présentée, hein. Et je mets mon association en, en amont. Et je la montre et j'ai pas honte. Et ça, c'est aussi être Miss, c'est aussi une belle revanche sur son passé. Voilà. Le corps a été maltraité, violé, voilà. Et ben être Miss maintenant, c'est une belle revanche. C'est comme un papillon. Voilà. Il faut toujours, je pense, il faut toujours tenir. Il faut toujours fixer des objectifs. C'est comme ça que j'ai fonctionné. Quand j'étais à mon stress post-traumatique, j'étais au plus mal. Hein. J'étais pas comme ça, mais j'étais au plus mal. Et, euh, et quand ça s'est calmé, c'est là que je dis, bon, allez, aujourd'hui, je vais faire ça. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire ça. Aujourd'hui, je vais faire. Voilà, c'est des objectifs. Et prendre soin de soi, du corps et de l'esprit aussi. Parce que le corps est beaucoup délaissé. Hein. On délaisse beaucoup le corps, mais aussi de l'esprit aussi. Je dis pas psychiatre et psychologue, c'est important, hein, formé aux violences sexuelles, mais il y a aussi d'autres méthodes thérapeutiques qu'on offre. Voilà. Nous, on offre à l'association, parce qu'il faut savoir, les victimes ne payent rien dans notre association. Hein. Tout est offert, hein, atelier thérapeutique et groupe de parole. Hein. Et on n'a pas de subvention. Hein. C'est ça, je précise. Parce que moi, je dis toujours qu'une victime paye toujours toute sa vie. Voilà. Et du coup, voilà. Là, chez nous, elle paye rien du tout. Voilà, des livres, tout ça, elle paye rien du tout. Et il faut toujours, voilà, il faut prendre soin de soi psychologiquement, physiquement et fixer des objectifs. Voilà. Porter plainte, être bien accompagné avec des personnes positives. Les personnes qui disent oui, mais c'est du passé, et vous pouvez les éliminer. Voilà. Parce qu'ils ne savent pas. C'est facile de dire du passé, c'est facile de dire ça. Voilà. Mais c'est vrai, ce qui est intéressant de votre témoignage, c'est que vous avez quand même un fort caractère et c'est ça qui est admirable. Mais il y a des personnes qui sont vraiment faibles psychologiquement avec tous les traumatismes
Et justement, s'ils nous écoutent, parce que je suppose que forcément, au cours du temps, avec la vidéo qui sera mise en ligne, ça ne sera pas peut-être tout de suite, mais peut-être plus tard. Mais qu'est-ce que vous pouvez le dire à ces personnes qui Affaibli de n'ont la pas les reins solides? c'est pas les reins solides qui sont plus affaiblis de leur traumatisme, de leur vécu. Oui, Ce que je peux leur dire, c'est prendre son temps. Parce que c'est pas tout d'un coup en disant oh, et rester dans le positif, c'est dur, hein, c'est sûr, hein, quand on était à rabaisser toute son enfance, c'est très très dur. Mais dire voilà, mon objectif la semaine prochaine, c'est de venir mois prochain un groupe de parole. Je viens dans votre région, hein, différentes régions. Hein. Je vais faire ça cette semaine. Je vais faire les démarches par papier parce qu'il y a aussi beaucoup de difficultés, les démarches papier, ménage, tout ça. Voilà, vous fixez tout doucement des objectifs. Moi, je fonctionne comme ça dans ma vie, plus l'association. Cette année, nous, on fait un livre à témoignage. On a 8-9 victimes qui témoignent. Voilà, notre objectif, c'est le livre. C'est toujours comme ça. On se raccroche à un wagon, sinon on peut lâcher prise très vite. Hein, voilà. Si je reste dans mon lit, et j'ai toutes les raisons pour rester dans mon lit, mais non, c'est pas comme ça la vie. La vie, faut pas que votre enfant intérieur violé, battu, vous empêche d'avancer étant adulte. Voilà. Et couper aussi les liens de l'emprise aussi. Ça c'est important aussi, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui restent en contact, ou beaucoup qui prennent mal que la famille coupe les ponts aussi. J'ai beaucoup de victimes que la famille coupe les ponts parce qu'elles ont dit ça, ça, ça. Bah oui, bah, et généralement, la victime devient agresseur de la famille parce qu'elle ose dire l'impensable. Mais ouais, c'est totalement l'inverse. Vous perdez rien si votre famille, moi, j'ai plus aucun contact avec ma famille de mon père, bah, je m'en fous. Royalement, je m'en fous. C'est des personnes qui sont négatives et qui ne croient pas. Voilà, elles n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Donc là, écartez-les. Même si ça fait mal au cœur, et c'est comme ça. C'est voilà, c'est comme ça que vous pourrez avancer aussi de votre côté. Voilà. Donc si les personnes sont assez bêtes pour tenir avec l'agresseur, ben voilà. À un moment donné, voilà, faites votre vie. C'est ça en fait. Voilà. Donc, est-ce que justement, on a des chiffres du côté de l'Alsace sur le nombre de victimes? alors non, malheureusement non, parce que c'est très confidentiel, vous savez, donner des chiffres, donner quand on n'est pas une grande association, c'est plus difficile hein, d'obtenir des chiffres, tout ça. Mais après, voilà, comme la Civise, elle a précisé, c'est entre 4 et 5 enfants par classe qui sont touchés par l'inceste. Donc, il y a quand même un danger pour nos enfants. Donc, et les gens ne se rendent pas compte, en fait, c'est ça, en fait. Dire que maintenant qu'un enfant va être violé, ou va être sodomisé, ou va être battu, voilà, 3, 4, 5 enfants, voilà, c'est énorme, c'est énorme. Et je pense que les gens, ils ne se rendent pas bien compte. Je pense que tant qu'on n'a pas vécu, on ne sait pas forcément les Tout à traumatismes. fait. Ça Je touche. suis, je suis entièrement d'accord avec vous. En Alsace, vous êtes la seule association qui vient en aide, ou il y en a encore d'autres qui viennent en aide aux victimes? Alors, il y en a d'autres, mais elles sont beaucoup plus spécialisées dans le caractère général, c'est-à-dire tout ce qui est harcèlement de rue, de viol, même si c'est dramatique, hein, de viol de rue. Mais nous, c'est vraiment notre spécialité, c'est vraiment l'inceste. Nous, c'est vraiment l'inceste parce que c'est quand même particulier. Hein, c'est quand même voilà. Donc oui, on est la seule, voilà, on est la seule association d'Alsace de voilà l'inceste et avoir un nom comme ça aussi. On est une des seules aussi en France aussi. Hein. Je crois que l'association qu'il y a, c'est Face à l'inceste aussi. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup avec le mot inceste dedans. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Ouais. Et souvent, justement, j'aurais voulu avoir votre point de vue par rapport à ça, parce que souvent, quand on annonce en termes de faits d'inceste, souvent, ça se retourne contre les victimes. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Et justement, je voulais avoir votre point de vue par rapport à ça. Alors, Parce-
tout ce qui est victime, oui, dans tout, hein, dans tout. Alors, c'est-à-dire, quand on va dénoncer des faits incestueux, on passe déjà à la gendarmerie. Ils nous posent 36 questions. Par exemple, une question que ça peut choquer aussi, voilà, c'est récurrent. Est-ce que l'agresseur a éjaculé? Donc, essayez d'imaginer 15 ans avant, si vous vous rappelez, s'il a éjaculé. C'est vraiment violent, hein. C'est vraiment traumatisant déjà, hein. Après, on a une expertise psychiatrique. La victime passe en expertise psychiatrique. Donc là, on doit décrire toutes nos relations sexuelles depuis notre adolescence, des questions intimistes. Voilà, vraiment, on est détaillé, on est épluchelé, comme on dit. Moi, je dis, on est, voilà, on a plus d'intimité, on n'a plus de secret, on n'a plus rien. Après, on laisse les victimes. Après la plainte, par exemple, moi, ça fait 2 ans que j'ai porté plainte, j'ai aucune nouvelle. J'ai des victimes qui, ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas de nouvelles, et du jour au lendemain, ils reçoivent un courrier avec la plainte qui est classée sans suite. Affaire classée sans suite, parce que manque de preuves. Vous vous rendez compte? On laisse les victimes sur le carreau pendant 4-5 ans dans l'inconnu, en disant où est ma plainte, tout ça, pour recevoir un courrier par la poste, affaire voilà, classée sans suite. C'est violent quand même, c'est violent. Après, il faut aussi tout ce qui est soins aussi psychologiques, il faut bien tomber sur les professionnels. Parce qu'il y a des professionnels. Moi, nous, on a une jeune adolescente qui a été victime d'inceste, Estelle, je pense très fort à elle. Elle a été mal suivie psychologiquement, plus son école aussi, voilà. Son école, elle mangeait plus les midis, personne s'en est inquiété, hein, voilà. Elle s'est suicidée à 15 ans. Et il y a quelques mois, il y a 6 mois. Donc, à un moment donné, voilà, à un moment donné, il faut quand même Et on remet en cause aussi les victimes aussi. Par exemple, moi, maintenant, je suis la présidente de l'association, je suis victime, mais je suis pas une professionnelle. Donc, il y a des fois que ma parole ou mes actions sont remises en cause. Parce que Ouais. je suis pas une professionnelle de la santé, je suis pas une professionnelle du droit, voilà. Et c'est ça, en fait. Et moi, pour moi, les personnes les mieux placées pour lutter contre l'inceste, ce sont les victimes. Parce que c'est elles qui ont vécu. C'est elles qui ont vécu l'enfer tous les jours dans un climat, voilà. Donc, à un moment donné, faut remettre aussi les billes en place. La parole de la victime est toujours remise en cause tout le temps. Il faut voir les jugements. Quand l'affaire moi, voilà, il y a une victime dans mon association. Son affaire a été validée en jugement. Elle s'est mise à pleurer. Vous vous rendez compte? Une victime qui se met à pleurer parce que son affaire a été validée, elle va avoir un procès. Déjà, c'est pas normal de pleurer pour avoir un procès. Vous vous rendez compte l'impact psychologique? Et en jugement, c'est attention, on est devant le juge, attention, on est épluchelé aussi. Comment dire, en France, c'est beaucoup la victime qui doit prouver qu'on était violé, incestué, tout ça. Et c'est le coupable qui, voilà, qu'on trouve toujours des excuses en fait. Oui, mais il a un passé, il a été violé quand il était petit, donc du coup il a refait ça, tout ça. Des facteurs comme ça. Combien de fois j'entends ça aux informations? Mais c'est pas pour autant qu'on a un passé difficile. Moi, j'étais enfant battu, que je tape mes enfants. Au contraire, hein. Donc, à un moment donné, il faut arrêter cette mascarade, hein. Donc, c'est un choix, sont punis. Voilà, c'est ça. Et il faut arrêter de remettre aussi la parole de la victime. Est-ce que vous l'avez cherché? Est-ce que vous avez dit oui? Est-ce que. Voilà, à un moment donné, voilà, il y a eu viol, il y a eu inceste, il faut. Voilà, faut Bah punir. oui, bah, tout Et, à fait, parce qu'un enfant de 4 ans, on ne peut pas lui dire oui parce que tu l'as cherché. bah, c'est ça, voilà. Et puis voilà, c'est tellement, il y a tellement de situations scandaleuses. Et c'est que voilà, moi des fois quand j'arrive devant mon bureau, je dis mais je commence par où? Je commence par où? Voilà, c'est par exemple là vendredi c'est le procès d'Estelle qui est plus là, hein. Donc voilà, c'est toujours en procès à huis clos comme d'habitude. Et en fait lui, l'agresseur a le droit de venir avec ses parents. Sa mère a demandé de venir avec sa sœur, parce que voilà, vu qu'Estelle est partie, donc eh ben, ça a été refusé. Voilà. Ça a été refusé, donc elle va être seule devant le juge. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut écouter aussi un peu les victimes. Voilà. Et la parole de la victime n'est pas prise encore en compte. Voilà. C'est.
c'est flagrant, voilà. Et même moi, en tant que présidente, des fois, je me bats pour être, entre guillemets, crédible. Mais voilà, après, c'est un combat. Voilà. Mais justement, quand vous dites que souvent, quand les affaires sont classées sans suite, ça veut dire que les victimes, elles ont plus de, comment Alors, dire, elles ont plus de recours. ils ont toujours un recours, mais c'est comment dire, c'est très peu. Là, maintenant, ils font la justice avec la médiation avec les agresseurs. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je donnerai ce nom-là. Mais c'est très peu, en fait. Hein, et puis, c'est encore des procédures, vous vous rendez compte? Pour une victime, là, maintenant, il faut que je me bats pour ça, je me rebats pour ça, voir l'avocat, tout. C'est très dur, hein, énergiquement, c'est très, très dur. Mais oui, il y a toujours quelques recours, mais ça, ça il faut venir en MP, puis on donne toutes les infos. Mais parce que je ne suis pas non plus avocat, voilà, je ne travaille pas dans le droit, mais voilà, mais c'est vrai que ouais, c'est très dur, hein, même pour une victime qui me dit, par exemple, j'ai une victime qui a dépassé le délai et entame une justice, je peux vous dire le nom maintenant, mais c'est une justice avec la médiation avec son agresseur. Du coup, donc voilà, c'est une sorte de réparation, mais voilà, c'est encore des procédures, ça aller dans des rendez-vous. Voilà, c'est Ouais. très. Mais justement, on se pose la question de savoir si est-ce que la justice ou les autres, ou même les avocats, ils prennent les témoignages des victimes au sérieux, quoi. Bah, ça dépend des avocats. Il y a des avocats très engagés. Hein. Là, il y a là-dessus, voilà. Il y a des avocates qui refusent de défendre des violeurs, des hommes qui battent leurs femmes, tout ça. Et ça, c'est tout à leur honneur. Pour moi, c'est primordial de refuser de défendre ça. Même si, voilà, on me dit toujours c'est leur métier, patati, patata. Mais non, à un moment donné, comme vous, quand vous voyez des films avec des procès, voilà, comme certains films qui passent à la télé, quand on voit des fois les avocats, qu'est-ce qu'ils trouvent comme excuse. Je pense que tout le monde dit, mais il est sérieux, c'est pas possible d'entendre ça. Voilà, c'est comme ça en fait. Voilà. Pour moi, ça doit être, voilà, Mais après, voilà, ils savent très bien que les peines c'est très dérisoire. En France, on n'a pas des sanctions. Voilà, il y a très peu de personnes d'agresseurs sexuels ou violeurs, hein, qui sont condamnés, donc ils savent très bien qu'en France c'est laxiste, c'est pire que du laxiste, voilà, par contre la victime elle est condamnée à vie, voilà, condamnée à vie à se Double battre, peine. voilà, double peine, voilà, donc et ça c'est pas du tout normal en fait, hein, voilà. Ok, Nina. Donc, on va arriver à un terme donc, à cette interview. Je voulais vous remercier de votre témoignage. À mes invités, je leur laisse le dernier mot et donc, je vous laisse le dernier mot. Ah, alors, je m'adresse à toutes les victimes d'inceste, de violences intrafamiliales. Comme je l'ai dit précédemment, euh, fixez-vous des objectifs, euh, écartez-vous des agresseurs, des violeurs, voilà, et de la famille négative, et vous verrez après déjà, vous verrez plus clair. Et je pense très fort à vous. Et pour les enfants, moi, qui subissent aussi actuellement de l'inceste ou des viols, je pense très fort à vous et tous les jours, je pense très fort à vous et j'espère que notre mentalité avec l'association changera aussi les choses aussi un petit peu, voilà. Donc, mais voilà, voilà. Il n'y a pas toutes les. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de victimes qui disent que les gens deviennent individualistes parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Donc, on est là pour là et je continuerai à me battre jusqu'à la fin de mes jours. Donc, voilà. Donc, et c'est vous les survivants, c'est vous les guerrières et c'est vous les plus forts. C'est ça, en fait, ce que faut que vous compreniez. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Chers amis,
et fidèles spectateurs. Si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.